Voilà, je voulais vous parler un petit peu de la gestion des maladies de la canne à sucre. Je suis phytopathologiste au CIRAD et je travaille dans une unité avec des chercheurs du CIRAD, de l'école de Montpellier Supagro et de l'INRA. Alors, les évolutions de l'industrie sucrière sont en partie dépendantes de répondre à un défi considérable, c'est celui d'héberger plus de 8 milliards d'habitants à l'horizon 2025. Et l'industrie sucrière devrait pouvoir y participer. C'est une industrie très particulière qui produit à la fois des aliments, de l'énergie sous différentes formes, des fertilisants, des amendements, des biopolymères, des matériaux divers. Mais pour cela, il faut qu'elle ait accès à des variétés de plus en plus performantes et adaptées aux nouveaux besoins. Alors, les maladies de la canne à sucre sont nombreuses. On en a répertorié plus de 70 qui sont des maladies, rien que pour parler des maladies d'origine infectieuse. Il y a des maladies d'origine virale, comme la mosaïque, bien connue, des maladies provoquées par des champignons pathogènes, comme la rouille ou le charbon, des maladies provoquées par des bactéries comme l'échaudure de la feuille ou la rayure rouge, des maladies provoquées par des phytoplasmes équivalents des mycoplasmes dans l'espèce humaine, qui sont par exemple la feuille jaune, et des maladies d'origine infectieuse dont on ne connaît pas encore l'agent pathogène, comme la strichlorotique ici. Je voudrais vous présenter l'exemple australien de l'importance historique et actuelle de l'impact des maladies sur l'industrie sucrière. Vous voyez ces 4 courbes en cloche. Ces 4 courbes en cloche représentent la montée en puissance de certaines variétés, puis leur effondrement par suite de l'arrivée d'épidémies. Alors je n'en commenterai qu'une seule, c'est celle de la variété Q124 ici, qui très rapidement est arrivé à occuper pratiquement 90% des surfaces dans la région centrale du Queensland et qui s'est effondré en quelques années par suite de 2 épidémies successives en 2000 et 2001 dues à la rouille orangée. Même chose pour toutes les variétés sensibles au charbon lorsque, en 2006, cette maladie très grave est arrivée en Australie. Je reviens sur le cas de la rouille orangée, qui est quelque chose d'assez extraordinaire. C'était une maladie connue depuis très longtemps en Inde, en Thaïlande, en Chine, en Australie, et qui était considérée comme une maladie tout à fait mineure. Et brutalement, en 2000, puis en 2001, cette maladie s'est attaquée à la variété Q124 et a provoqué des pertes qui ont été estimées à 200 millions de dollars australiens. Autant dire les plus lourdes pertes jamais subies par l'industrie australienne du fait d'une épidémie. Ce qui est assez paradoxal. En 2007, cette maladie a été identifiée en Floride et à partir de là, elle s'est répandue ou elle est apparue dans la plupart des pays sucriers du continent américain ainsi qu'aux Antilles. Et enfin, plus récemment, en 2009, 2010, 2011, elle a été découverte en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Congo, et notamment sur les périmètres sucriers de la Sombia ou de la SUCAF Gabon. Nous avons pu mettre en évidence cette maladie. Et certains chercheurs américains pensent en fait qu'elle préexistait depuis quelques années en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et que cette situation a servi un petit peu de tremplin pour une infestation du continent américain. Les spores pouvant être aspirés dans la haute atmosphère, ayant pu être transportés au-dessus de l'Atlantique par le biais des dépressions tropicales. Les maladies de la canne à sucre, comme beaucoup de maladies, présentent en général ce qu'on appelle des symptômes. C'est le cas du charbon ou des rouilles que je vous ai déjà présenté. C'est le cas du pokabong bien connu qui provoque des déformations spectaculaires. C'est le cas de la plupart des maladies qui provoquent ce qu'on appelle des taches foliaires, comme la tache annulaire. Mais il existe d'autres maladies beaucoup plus pernicieuses qui sont des maladies soit sans symptômes, soit qui présentent des symptômes à certaines phases particulières de leur cycle
Et ces maladies, il y en a, j'en citerai au moins 3. L'échaudure de la feuille, qui peut provoquer des mortalités de touffe, mais qui peut rester latente pendant de très nombreux mois, voire des années, ce qui ne l'empêche pas d'être propagée par les boutures. Autre maladie bien connue qui entre dans cette catégorie, le rabougrissement de la repousse, qui n'a pratiquement aucun symptôme externe, sinon des tassements d'entre-nœuds, et qui n'a pratiquement pas de symptômes internes non plus, sinon quelques rougissements situés au niveau des nœuds, ou plutôt au niveau des nœuds, et qui est malgré tout responsable de lourdes pertes. Et la dernière en date, c'est la feuille jaune. La feuille jaune qui présente de temps en temps des symptômes, mais la plupart du temps n'en présente pas, ce qui ne l'empêche pas d'être à l'origine de pertes assez importantes qui ont pu être chiffrées jusqu'à 30% sur des variétés sensibles. Autre notion importante concernant les maladies, il y a des maladies dites émergentes, c'est-à-dire qu'un beau jour, elles apparaissent, elles se multiplient. Alors les causes d'apparition de ces maladies sont diverses et variées, mais on peut penser qu'il y aura toujours de nouvelles maladies émergentes. Récemment, on peut considérer le cas de la feuille jaune comme une maladie émergente dont on a eu connaissance à partir de la fin des années 80 et qui s'est répandue très rapidement dans l'ensemble du monde sucrier. Le rabougrissement de Ramoux est une maladie émergente extrêmement grave, heureusement cantonnée à la Papouasie, mais qui a failli faire disparaître l'industrie sucrière de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Également, la mosaïque entirée, présente actuellement dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, est une maladie dont on n'a connaissance que depuis une vingtaine d'années et dont on ne connaît pas encore toutes les pertes qu'elle peut occasionner. Et puis, il y a des maladies dites réémergentes, c'est des maladies connues depuis très longtemps qui, un beau jour, se réveillent. On ne sait pas encore trop bien pourquoi. Et là, pour ça, je vous ai cité l'exemple de la rouille orangée. Je ne reviendrai pas dessus. Alors, toutes ces maladies, on essaye de les gérer depuis fort longtemps. Et cette gestion des maladies a quelque chose de très particulier. Si on la compare à la gestion des maladies d'autres grandes cultures tropicales comme le bananier ou le cotonnier, qui sont des maladies pour lesquelles les traitements chimiques ont une grande importance. Eh bien, dans le cas de la canne à sucre, c'est l'inverse. Pour des raisons historiques et pratiques, on met très peu de traitements chimiques sur la canne à sucre pour lutter contre des maladies. Toute cette gestion est donc basée essentiellement sur une prophylaxie, sur la prophylaxie, au rang desquelles la résistance variétale tient un rôle capital. Par ailleurs, on évite d'introduire de nouvelles maladies dans un nouveau pays en passant par ce que l'on appelle des quarantaines. Sur les périmètres sucriers eux-mêmes, on essaye de limiter la propagation des maladies présentes par toute une série de mesures. Enfin, certaines pratiques culturales peuvent limiter la propagation des maladies. Alors, quelques illustrations de ces différentes techniques de lutte. Je serai très rapide pour la lutte fongicide. Voici un exemple, une photo aérienne qui montre une zone non traitée de couleur un peu rouille, entourée de zones traitées. Ça, c'est à la suite, ce sont des traitements qui ont été rendus nécessaires à la suite de l'introduction de la rouille orangée en Floride. Certaines variétés s'étant révélées particulièrement sensibles à cette maladie. Ce sont en général des traitements qui sont effectués en attendant d'avoir des solutions de rechange, en particulier un remplacement variétal. L'utilisation de la résistance variétale pour lutter contre les maladies est la méthode royale. C'est une méthode qui est privilégiée et souvent très efficace. Mais il faut savoir que c'est un processus extrêmement long. Créer une nouvelle variété de canne, ça peut prendre de 12 à 14 ans. C'est quelque chose de très complexe en raison de la complexité du génome de la canne à sucre et des plantes apparentées qui peuvent servir de parents. Il est aussi souvent difficile d'associer résistance à une maladie ou à plusieurs maladies et performance agronomique. Et il y a peu de temps, je me trouvais dans le sud de l'Inde où
La maladie principale est la morve rouge. Alors la morve rouge, c'est une maladie bien connue un peu partout dans le monde, mais qui est en général bien contrôlée. Voici ici des symptômes de morve rouge prise au Gabon. C'est un champignon qui peut détruire complètement la tige. Eh bien, en Inde, ce problème est capital et malgré des décennies de recherche, ils n'arrivent pas à associer haute performance agronomique avec résistance à la maladie. Et puis enfin, comme je l'ai signalé au début, l'arrivée d'une nouvelle maladie peut imposer un changement radical de variété. C'est le cas en particulier suite à l'arrivée du charbon au Queensland. Alors, quelques mots sur les quarantaines. Les quarantaines sont destinées à empêcher l'introduction de nouvelles maladies dans un pays donné. En général, ces variétés sont stockées dans des zones confinées comme des serres pour s'assurer que les variétés ne sont pas porteuses de maladies ou de ravageurs. Alors, les techniques consistent à rechercher des symptômes de maladie, comme ici un symptôme de striure, et de pratiquer toute une série de tests qui sont de plus en plus des tests immunologiques, comme ici la détection par immuno-empreinte de la feuille jaune, de l'agent de la feuille jaune, ou des tests dits moléculaires, PCR, RT-PCR, qui permettent de détecter des virus, bactéries ou autres agents pathogènes. L'autre rôle de la quarantaine, c'est d'assainir ces variétés, les variétés qui seraient porteuses de maladies. Alors là, on dispose de traitements chimiques, mais surtout de traitements physiques, comme le traitement à l'eau chaude qui permet de détruire certaines bactéries ou champignons, et la culture de méristème qui permet d'éliminer certains virus. Alors, je vous ai schématisé ici les différentes étapes de la culture de méristème, depuis l'extraction du méristème apical d'une canne à sucre, sa mise en culture dans une boîte de pétri, le développement d'une petite plante de canne à sucre en tubacée, puis sa croissance. Ces plantes sont ensuite plantées en serre et, bien entendu, il faut retester ces plants pour savoir si le virus a été éliminé. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter une quarantaine tout à fait originale qui s'appelle Visakan et dont j'assure la responsabilité. Alors, tous les grands pays sucriers possèdent leur propre quarantaine à l'introduction de nouvelles variétés. Visakan est située à Montpellier et c'est une quarantaine qui sert à la fois à l'import et à l'export. Elle est située hors zone de culture de la canne à sucre, au sein d'une unité de recherche sur les maladies. Les cannes y restent au minimum 2 cycles de culture, c'est un minimum, c'est-à-dire au moins 2 ans, souvent plus. Nous assurons une parfaite garantie sanitaire du matériel qui sort de cette quarantaine, et tout ceci dans le respect de la propriété intellectuelle des créateurs de variétés qui nous ont confié leurs variétés. Et nous pouvons apporter un appui juridique et commercial à nos adhérents. Quelques mots sur les mesures que l'on peut mettre en place sur un périmètre sucrier pour éviter la propagation des maladies présentes sur ce périmètre. Je vous ai représenté ici un schéma très classique tel qu'il est pratiqué sur certains périmètres de la Somnia en Afrique, un schéma de ce qui s'appelle de pépinière contrôlée qui permet d'implanter les parcelles commerciales avec des boutures dont on pense qu'elles ne sont pas porteuses de maladies. Alors c'est un processus qui est assez long, mais qui est en général assez efficace pour éviter notamment de planter des variétés porteuses de charbon ou de maladies très pernicieuses comme le rabougrissement de la repousse. Alors, en amont, c'est les boutures qui permettent d'implanter les pépinières de premier cycle sont traitées à l'eau chaude et avec des fongicides et insecticides appropriés de façon à ce que l'on démarre avec des cannes saines. Et enfin, on peut penser que certaines pratiques culturales peuvent avoir un effet bénéfique pour éviter de propager les maladies. Alors je passe très vite. Le drainage est très efficace pour éliminer l'acide chlorotique
pour éviter les dégâts de la sclérotique, ou pour une maladie assez anecdotique qui s'appelle le rabouglisme à Sclerophthora. On peut jouer de manière efficace sur les dates de plantation pour éviter, par exemple, que les cannes soient sensibles aux pucerons vecteurs de mosaïque lorsqu'il y a ces vols de pucerons, ou contre la maladie de l'ananas. La profondeur de semis est très importante pour contrôler la maladie de l'ananas. Là, vous avez ici un exemple de bouture détruite par la maladie de l'ananas, photo prise au Gabon. La désinfection des instruments de coupe permet d'éviter la propagation dans les champs du rabougrissement de la repousse. Maintenant, je voulais vous parler brièvement des avancées récentes en matière de gestion des maladies. Bien entendu, nous bénéficions jour après jour des progrès de la technologie. Et en ce qui concerne en particulier la création de variétés résistantes, on utilise de plus en plus des techniques éprouvées pour être sûr que les variétés sont bien résistantes aux maladies que l'on essaye de contrôler. On parle beaucoup de sélection assistée par marqueur et le CIRAD est à l'origine de la découverte d'un gène majeur de résistance, le gène BRU1 de résistance à la rouille brune, qui pourrait permettre d'utiliser, ce qui est fait en d'autres cultures mais pas encore sur la canne à sucre, une sélection assistée par marqueur, de façon à rendre cette sélection plus efficace. On parle beaucoup de variétés génétiquement modifiées. Il en existe. En matière de canne, paraît-il, résistante à la mosaïque, résistante à la feuille jaune. Mais il est clair qu'aucune variété OGM n'est accord en culture industrielle à ce jour, alors qu'il existe, je crois, une ou plusieurs variétés de betteraves génétiquement modifiées qui sont cultivées. En matière de quarantaine, les techniques de détection sont de plus en plus fines et nous permettent donc d'être de plus en plus efficaces. La culture de méristème apical que je vous ai présentée tout à l'heure permet heureusement d'éliminer plusieurs agents pathogènes, et notamment certains virus. On a quelques espoirs avec la cryoconservation, c'est-à-dire la conservation des apex de canne à sucre en azote liquide. C'est possible et on s'est aperçu que cette technique permettait d'éliminer certains virus. Enfin, on parle aussi de lutte biologique. Ce n'est pas une histoire très, très récente. Malgré tout, il y a encore des travaux qui sont menés, notamment pour lutter contre la morve rouge. Malheureusement, ce qui marche très bien en laboratoire, pour l'instant, ne donne pas de résultats escomptés au champ. En vrac quelques techniques en cours de développement qui pourraient aider au diagnostic de la canne à sucre. Alors, je vais passer très vite et vous donner un exemple très concret sur une technique qui s'appelle la PCR, la réaction en chaîne de la polymérase en temps réel. Donc, voici des courbes ici. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret de l'usage que l'on peut en faire. C'est celui-ci, c'est l'utilisation de la PCR en temps réel pour la détection de la rouille orangée. Alors, suite à l'arrivée de la rouille orangée en Floride, beaucoup de recherches ont été faites pour savoir si on pouvait un petit peu anticiper son arrivée. Et par le biais de captage aérien de spores dans l'atmosphère, et l'utilisation de la PCR en temps réel, on peut détecter des doses absolument infimes de rouille, ce qui peut permettre de suivre les pics de présence de spores de rouille dans l'atmosphère. Et c'est grâce à ce procédé qu'on a pu mettre en évidence qu'il existe déjà en Louisiane, dans l'atmosphère, des spores de rouille orangée, alors que pour l'instant, on n'a jamais vu de plan atteint. Alors que beaucoup de ces variétés sont sensibles. Ça veut dire que l'on peut s'attendre, on sait déjà que la rouille est présente et que dans un avenir très proche, elle se manifestera. Et pour terminer, ce qui pourrait être un véritable défi technologique pour la gestion des maladies. Il s'agit de la métagénomique. Alors si j'en parle, c'est parce que des chercheurs du CIRAD, et en particulier dans mon équipe, se sont lancés dans la métagénomique. La métagénomique, c'est une méthodologie qui vise à étudier collectivement les gènes d'un milieu donné, par exemple, un exemple concret, l'intestin, ou une zone de culture, ou un océan.
au lieu de défaire ces études individu par individu. Alors, quelle est la grande utilité de ce type de méthode ? C'est que ça a permis notamment de mettre en évidence que l'on ne connaît qu'une partie infime des organismes pathogènes ou non pathogènes qui existent dans un milieu donné. Tout ça, c'est sous-estimé. Et que donc, par conséquent, ce type de méthode permettrait peut-être d'anticiper un petit peu ce qui va apparaître. Alors, les apports qui sont espérés en gestion des maladies proprement dites, sur le terrain, ce serait de mieux prévoir l'émergence des maladies nouvelles. Et en technique de quarantaine, on espère arriver, dans un avenir relativement proche, à des outils qui permettraient la détection simultanée d'un très large spectre d'agents pathogènes dans un seul test, qui permettrait de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et ceci de manière extrêmement sensible. Voilà, alors pour résumer un petit peu tout ça, je crois que c'est assez simple. On aura toujours besoin de variétés nouvelles de canne à sucre ou de canne à énergie de plus en plus performantes. Malgré tous les progrès, le risque de perte de conséquences dues à des maladies subsiste. Et le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est une approche intégrée de cette gestion des maladies. Et de ne pas, par conséquent, miser sur une seule et unique technique, mais de gérer ça de manière intégrée à tous les niveaux. Enfin, de nouveaux outils devraient rendre les différentes facettes de cette lutte beaucoup plus efficaces. Je voudrais terminer par en remerciant un petit peu toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de ce diaporama. Plusieurs chercheurs du CIRAD, et en particulier mon ami Philippe Roth, directeur de mon unité de recherche, qui, vous voyez ici, très perplexe. Ce n'est pas une photo gag, c'est une photo réelle. Philippe Roth est en train de constater avec beaucoup d'étonnement l'arrivée d'une maladie tout à fait imprévisible, une maladie du maïs qui est passée sur la canne à sucre en Afrique du Sud. Alors que ce n'était absolument pas attendu, avec des dégâts potentiels importants. Autre personne que je tiens à remercier particulièrement, le docteur Jack Comstock, que certains connaissent peut-être, qui est le directeur de la station USDA-ARS de Floride, à Canal Point. Il est ici en train de vérifier, il y a 3 ans, si la rouille orangée est arrivée en Colombie. Eh bien, elle ne l'était pas à cette époque-là, mais actuellement, on sait qu'elle est arrivée en Colombie. Également, je voudrais remercier nos 2 pathologistes, Barry Croft et Robert McGray du BSS en Australie, pour les courbes et les résultats intéressants qu'ils m'ont fournis sur l'impact des maladies dans leur pays. Et voilà, par conséquent, notre ami Barry Croft, comme vous le voyez, c'est bien australien. Et sans oublier, alors pour terminer, mon ami Timo Virmounex, de la Somdia, pour les découvertes notamment de la rouille orangée en Afrique de l'Ouest. Merci bien sûr, Monsieur le Président de l'AFCAS et au comité d'organisation pour cette journée, et merci à tous pour votre attention. Jean-Claude, tu as parlé de l'influence des pratiques culturelles, un seul exemple, le drainage, mais je voudrais bien savoir quel est l'impact entre, comment dirais-je, la méthode de la récolte. On a d'un côté complètement tout brûlé, y compris les résidus qui restent au sol, et de l'autre côté, on le coupe en verre et on laisse le sol couvert de tout le boublon, etc. Je n'ai pas d'exemple en tête. Alors, ce que je sais, c'est que la technique du brûlage, ce n'est pas une maladie, mais c'est un ravageur, a, et ça c'est reconnu, des effets néfastes concernant le contrôle des foreurs des tiges. Ça, c'est connu. En interrompant le brûlage des cannes, on a un bien meilleur contrôle naturel, biologique, des foreurs. S'agissant des maladies, je n'ai pas d'exemple en tête à citer. Ce que je peux dire en revanche, et je l'ai cité tout à l'heure, c'est que la récolte mécanique peut favoriser la propagation de
du rabougrissement de la repousse. Mais là, il existe des techniques qui permettent de s'en prémunir. Est-ce que des variétés de canne peuvent connaître comme ça en fait une baisse au niveau donc, de la performance sans que ça ne soit lié forcément à une maladie? Ça, c'était la première question. Deuxième question, par rapport aux OGM, les variétés OGM, on constate que sur beaucoup d'autres spéculations, on développe depuis quelques années donc, des variétés OGM. Je constate que sur la canne à sucre, quand bien même on a des variétés OGM, on n'a pas encore décidé de les développer en culture industrielle. Pourquoi cette hésitation? Merci. Alors, pour répondre à votre première question, lorsque une variété se met à plafonner puis à avoir des pertes de rendement, il faut se poser bien entendu la question de manière globale. N'y a-t-il pas des causes agronomiques d'abord, hein? Ensuite, il faut se poser la question effectivement de ce que vous appelez les maladies insidieuses. N'y a-t-il pas du rabougrissement de la repousse qui s'est propagé, de l'échaudure que l'on ne soupçonne pas, voire de la feuille jaune. Donc, il faut s'assurer que ces maladies ne sont pas présentes, indépendamment, bien entendu, de facteurs agronomiques, dérives au niveau de la fertilisation ou des pH ou des choses comme ça. Voilà. Mais il est relativement simple de s'assurer, enfin, façon de parler, relativement simple de s'assurer que ces trois principales maladies insidieuses ne sont pas présentes. Il existe des tests efficaces pour s'en assurer. Question des OGM. Je suis assez mal placé pour vous en parler. Mon point de vue, je sais qu'il existe déjà des variétés qui seraient résistantes à des maladies et qui ont été créées par transformation génétique. Je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de la grande difficulté, compte tenu de la complexité du génome de la canne à sucre, d'obtenir ou d'inclure dans le génome de la canne à sucre des gènes qui seraient efficaces. J'ai cru comprendre, suite à l'atelier de travail de Maceió au Brésil au mois de mai dernier, qu'il y avait de la part des sociétés qui essayent de fabriquer des variétés OGM une grande prudence quant à l'échéance à laquelle on pourra libérer ces variétés, probablement liée à la difficulté d'avoir des variétés à la fois performantes et ayant les propriétés escomptées. Parallèlement, vous savez qu'il y a une forte réticence de certaines populations quant à l'usage des variétés OGM, et ça doit jouer aussi un rôle très important.